Alors, aujourd'hui, on a 3 pouvoirs. Cathy Roufian, je donne son pouvoir à Clarisse Albert. Paul-André Hervouette à André Vanderberg et Stéphanie Lauberton à Jean-Marie Palussière. Le secrétaire de séance, c'est Damien Gros. Il a noté tous les pouvoirs. T'as tout noté déjà, les pouvoirs et tout. On va démarrer. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de décision du maire, donc c'est normal, je n'ai pas eu de décision à prendre ce mois-ci, donc ce n'est pas un oubli, il n'y en a pas. Donc on démarre par le premier point à l'ordre du jour, qui est donc le débat d'orientation budgétaire pour le budget 2020. Donc avant que je donne la parole à Jean-Marie Palussière, notre adjoint donc aux finances, je vais faire une petite introduction, ensuite je te laisse prendre la main, Jean-Marie. Donc quelques mots sur ce dernier débat d'orientation budgétaire du mandat. C'est le dernier. Le budget 2020 sera voté en février. Ça sera le budget de transition avant le renouvellement du conseil municipal, donc en mars 2020. Notre ambition a toujours été la même depuis le début du mandat, c'est-à-dire de demander aux services et aux élus une rigueur maximum des dépenses de fonctionnement, indépendamment évidemment des éléments qu'on ne peut pas maîtriser, comme par exemple la baisse ou le gel des dotations de l'État, l'augmentation des charges patronales, le glissement en vieillesse et technicité, l'augmentation des coûts des fluides par exemple. Le deuxième point important, c'est mettre les moyens en personnel là où ils sont attendus et donc utiles pour répondre aux besoins des habitants. Je pense notamment cette année aux besoins qu'il y a eu au niveau du périscolaire et de continuer d'améliorer la qualité du service public, et cela en optimisant évidemment l'organisation interne en permanence. Il n'y a pas eu d'augmentation du taux d'imposition locale, et ça depuis 2011. Nous avons la chance d'avoir une commune qui est attractive et donc la chance d'avoir des bases fiscales qui sont dynamiques. Accompagner de façon permanente nos associations, évidemment, qui est un maillon pour nous essentiel du bien vivre ensemble aux Sorinières et qui participe à la construction du lien social. C'est aussi définir un niveau d'investissement raisonnable qui va nous permettre d'engager évidemment tous les travaux nécessaires au développement de la commune, d'équiper les services et sans compromettre les investissements futurs. Continuer à poursuivre le désendettement de la commune pour préparer justement ces investissements de demain. Aujourd'hui, une dette de 382 € par habitant pour une moyenne de 847 € pour une commune de même strate. Le budget de 2020 sera donc un budget qui sera réaliste, rigoureux, mais volontariste, qui traduit nos derniers projets ou actions du mandat dans toutes les politiques publiques locales. Les dépenses de fonctionnement ont une augmentation de 2% seulement, avec une stabilisation des charges à caractère général et une évolution des dépenses du personnel qui est contenue, avec un peu plus de 3%, qui est spécialement lié au vieillissement naturel du personnel et, je l'ai dit tout à l'heure, aux augmentations des fréquentations de nos structures, notamment, ce dont on doit se réjouir, bien sûr. La nouvelle équipe municipale trouvera donc une situation saine avec une dette apurée, lui permettant de faire face aux investissements nécessaires pour accompagner le développement de la commune, avec la médiathèque comme projet phare, bien évidemment. Je remercie donc l'ensemble des services et des élus qui ont redoublé d'efforts pendant ce mandat pour arriver aujourd'hui à cette situation financière maîtrisée. Jean-Marie, pour le détail. Très bien, merci. Bonsoir à tous. Donc le débat d'orientation budgétaire 2020, le dernier du mandat, comme vient de le dire Christelle, donc, qui permet donc de resituer le contexte dans lequel le budget va être établi et voté donc en février. Donc il est à tenir dans les 2 mois précédents, donc il n'y a pas de problème au niveau délai, on est bien conforme à ce qui doit être fait. Donc on va démarrer la présentation de ce débat par situer au niveau le contexte national qui va donc avoir de l'influence sur la construction du budget. Donc au niveau économique, les chiffres qui sont estimés pour 2019 avec un PIB qui progressait de 1,3%, donc un peu moins fort qu'en 2018. Une inflation en baisse également, puisqu'elle est à 1,3%. Le taux de chômage qui était un peu plus de 9% descendu à 8,6%.
et un déficit public qui reste autour des 3% à 3,1% du PIB. Donc ça, c'est les estimations, donc il y a des chiffres qui seront ajustés une fois l'année terminée. Au niveau contexte financier, les taux de crédit ont toujours été à un niveau bas en 2019 et les prévisions pour 2020 sont sur une stabilité de ces taux, la Banque Centrale Européenne ne prévoyant pas de changement dans le premier semestre 2020. Donc tout ça, c'est à prendre avec attention aussi, vu le contexte international actuel, avec les incertitudes sur le Brexit qui devraient se mettre en œuvre dans le début 2020, et puis toutes les tensions internationales qu'on peut voir au niveau géopolitique ou économique actuellement, qui peuvent créer des tensions sur ces évolutions. Au niveau national, il y a le projet de loi de finances pour 2020 qui est en cours de débat. Donc il est établi sur des chiffres, une augmentation de PIB comme en 2019 sur 1,3%, une inflation à peu près stable aussi à 1,2% et un déficit qui serait ramené à 2,2% du PIB. Donc pour ce qui concerne directement les collectivités, il n'y a pas de baisse de l'enveloppe globale de dotation prévue pour les collectivités, mais comme chaque année, même à enveloppe constante au niveau des sorinières, on a toujours une baisse due aux péréquations. Il y a des systèmes de péréquation pour rééquilibrer en fonction des potentiels des différentes communes. Et donc à chaque fois, nous descendons un petit peu. Donc nous aurons sans doute une baisse de dotation en 2020 également. Une importante ressource pour nous, c'est les taxes d'habitation et taxes foncières qui sont basées sur la valeur locative. Elle est prévue donc dans ce projet de loi de finances d'évoluer de 0,9% cette année. L'année dernière, c'était 1,5. Et il y a également le dégrèvement total de la taxe d'habitation pour 80% des ménages qui sera effectif sur 2020. Alors, c'est 80% des ménages sur la France. Pour les sorinières, ça concerne en fait 62% des ménages. Donc, pour l'instant, il y a une compensation entière par le gouvernement qui s'est faite sur les 2 années où ça a été... ce dégrèvement a été réalisé. Et c'est encore le cas pour 2020, ce qui est prévu. Et normalement, la fin de la taxe d'habitation pour tous sera en 2023, les 20% restants se faisant progressivement sur 2021, 2022 et 2023, avec toujours une compensation prévue par l'État. L'incertitude sera à partir de 2023. Ça doit être discuté également en parallèle au projet de loi de finances, la façon dont sera répartis les taxes locales, avec peut-être la taxe foncière départementale qui nous serait réattribuée, puis des systèmes de compensation encore, mais quelle est la pérennité de ces compensations? On a toujours un doute quand on voit la baisse de DGF qu'on a eue sur le mandat. Pour ce qui est des résultats de 2019, donc c'est des résultats estimatifs, l'année n'étant pas terminée, on n'a pas de chiffres définitifs, on s'en approche bien sûr. On aura ça plus précisément déjà, une image un peu plus précise au moment du BP, et puis le CA qui viendra, mais qu'après les élections. Donc en fonctionnement, on aurait des dépenses de fonctionnement de près de 7,5 millions d'euros, donc, qui sont en augmentation par rapport à 2018, et des recettes de 8,5 millions d'euros à peu près, également en augmentation par rapport à 2018, mais un peu plus faiblement que les dépenses. Pour les investissements, les dépenses sont de 1,9 million d'euros, et les recettes de 1,22, donc également en augmentation par rapport aux chiffres de 2018. Donc un budget qui est donc globalement plus élevé que 2018, mais qui reste à un niveau correct, une attention quand même à apporter sur l'excédent de fonctionnement, donc qui est en baisse, qui est une source, on verra tout à l'heure dans les rétrospectives, qui est une source importante de nos financements d'investissement et qui est en légère baisse, donc c'est quelque chose à surveiller. Il y a des explications qu'on pourra apporter au moment du CA à ce niveau-là, mais qu'il faut surveiller quand même. Pour ce qui est donc de la rétrospective, donc on l'a étendue sur toutes les années du mandat, 2014 à 2019. Donc on peut voir qu'on a eu une stabilisation des dépenses du chapitre 11, donc toutes les dépenses à caractère général, donc tout ce qui permet le fonctionnement des services et tout ce qui est les frais de fonctionnement des équipements. On a une hausse un peu plus élevée sur cette dernière année qui est prévue sur le budget 2019.
puisqu'on a, entre autres, pour donner juste une petite explication rapide, on a payé, avec un changement de contrat, on a payé 18 mois de frais sur le gaz cette année, au lieu de payer une année seulement. Il y a eu un changement de formule et qui nous a fait payer 18 mois sur l'année 2019. Les charges de personnel, on a eu également cette année des remplacements importants pour des arrêts de maladie, des longues maladies, donc qui explique une partie de l'augmentation avec également la montée en puissance de certains services qui nécessitent des personnels temporaires pour les faire fonctionner. Sinon, sur 2010 à 2018, faut savoir aussi que en général, l'augmentation des dépenses communales, il y a un coefficient d'inflation qui est calculé par l'Association des maires de France, qui est plus élevé que le coefficient d'inflation général qui est affiché par l'INSEE. En général, on a sur la moyenne sur 2010-2018, il y avait 1% d'inflation calculé par l'INSEE, et par l'AMF pour les dépenses communales, c'est 1,5. Donc on voit des augmentations souvent un peu plus élevées que l'inflation, mais c'est aussi conjoncturel pour toutes les collectivités. Sur les recettes de fonctionnement, les recettes des services, elles ont augmenté régulièrement sur le mandat. Là c'est pareil, on voit une petite marche sur 2019 qui s'explique par en fait, il y a eu un pic en 2018, parce qu'il y avait eu un recouvrement incomplet des subventions de la CAF en 2017, et donc sur 2018, il y a eu un rattrapage de ces subventions qui explique ce pic, mais sinon on a une montée régulière des recettes des services, due à la fréquentation qui augmente et au contrat enfance-jeunesse avec la CAF justement. Sur les impôts et taxes, on a également une progression régulière, alors que Christelle l'a rappelé tout à l'heure, on a les taux qui sont au même niveau depuis 2011. Donc aucun changement de taux depuis 2011, mais les recettes, on a un dynamisme quand même grâce à l'assiette du nombre d'habitations, et également donc les valeurs locatives qui augmentent chaque année par la loi de finances du gouvernement. L'augmentation aussi sur 2017 et qui s'est stabilisée ensuite s'explique par la mise en œuvre de nouvelles taxes comme la taxe locale sur la publicité extérieure. Et on voit autrement sur de 2014 à 2018 la baisse importante des dotations de l'État, puisqu'on est à un niveau à peu près de moitié par rapport au début du mandat. Et ça représente, on a 580 000 à peu près sur le 2019 de dotation globale de fonctionnement, et sur le mandat ça représente une baisse de 2 310 000. Donc de façon assez importante. C'était l'équivalent de 2 fois ce qu'on avait touché en 2013, en fait, qu'on a eu en moins. Au niveau de l'investissement, si on regarde les dépenses d'investissement, donc on a un niveau qui a été à peu près régulier sur tout le mandat. Il y a juste un pic en 2017 qui était la salle Alice Milla. Donc on a sinon autour d'1,2 million chaque année entre les achats, les travaux et tout ça, c'est à peu près équilibré. Comme ça, on aura dans les années qui viennent également un nouvel équipement très important à financer, la médiathèque, qui viendra donc faire également une augmentation de ces dépenses d'investissement, mais donc qui ont été anticipées pour pouvoir les amortir et continuer à entretenir et à développer le reste de nos équipements et de nos besoins de services. Les recettes d'investissement, donc on a les subventions, le FCTVA et l'excédent de fonctionnement. Donc les subventions, c'est en fonction des travaux qui sont faits et qui sont subventionnables. Donc on a eu des niveaux différents suivant les travaux qui étaient faits. Il y en a une bonne partie qui sont des subventions concernant l'aménagement lié à l'agenda d'accessibilité, l'ADAP, qui est fait chaque année, qui est financé par des subventions d'État, de la DETR. Ensuite, on a le FCTVA qui est le remboursement de TVA sur les travaux de l'année précédente, travaux et achats de l'année précédente. Donc la TVA c'est 20%, on a 16,04 de remboursés chaque année. Et autrement, on voit que la plus grande partie de nos recettes d'investissement, c'est l'excédent de fonctionnement, qui a toujours été à peu près, on a toujours reversé à peu près 1 million
même c'est exactement 1 million si on fait en moyenne, parce qu'il y a eu 2018-2019, mais donc chaque année, ce que je vous disais tout à l'heure, on aura un petit peu moins sur l'année 2019, qui sera reporté donc sur le budget 2020. Et on a eu un seul emprunt. Là, on n'a pas fait apparaître les emprunts. Il n'y en a eu qu'un seul en 2016 pour faire le financement de la salle Alice Milla. Parce que l'autre dépense d'emprunt qu'on a eue, c'était un rachat. Donc, c'était une renégociation d'emprunt. Il y avait un équilibre entre recettes et dépenses. Donc, ce n'était pas un nouvel emprunt. Voilà. On aura des augmentations de subventions aussi sur les années qui viennent. On a des dépenses qui vont augmenter avec la médiathèque, mais des augmentations de subventions, on va le voir tout à l'heure, dès le BP 2020. Les chiffres de la dette. Donc la dette, c'est un graphique qui vous montre la dette par habitant au 31-12 de chaque année, donc qui est descendue régulièrement. Elle est remontée un tout petit peu, bien sûr, en 2016 lors de l'emprunt de 500 000 €. Et elle a continué à descendre un peu plus rapidement ces dernières années. On a aussi le nombre d'habitants qui a augmenté un peu. Donc la dette par habitant, il y a à la fois la diminution du capital et l'augmentation du nombre d'habitants qui vient la diminuer. Il nous reste fin d'année 2019 un encours de 3 129 986 €, avec donc une dette par habitant qui est 382 €, environ 500 € de moins que les communes de même strate par habitant. Et la capacité de désendettement qui sera à la fin d'année à 3 années et 11 mois. Donc là, ça augmente un tout petit peu du fait de l'excédent de fonctionnement qui diminue, puisque la capacité de désendettement, c'est le capital de la dette divisé par justement cet excédent de fonctionnement. Donc comme on a un excédent de fonctionnement qui va diminuer fin 2019, donc la capacité de désendettement augmente un petit peu. Quelques prospectives budgétaires assez rapides, puisque c'est un budget de fin de mandat. Il y aura des prospectives plus importantes qui seront à redévelopper après le mois de mars. Mais donc on reste sur l'évolution globale qu'on avait prévue l'an dernier pour 2019-2020. C'est pour ça que j'ai laissé les deux dates. C'est ce qu'on avait prévu dès l'an dernier. Donc on est toujours dans l'anticipation du besoin de financement de la médiathèque, avec un excédent de fonctionnement qu'il va falloir réussir à maintenir pour à la fois notre autofinancement et notre capacité de désendettement, ce que je viens de dire. Et donc, on avait prévu de plafonner le niveau des investissements comme avant la salle Alice Milla. Et donc, c'est ce qu'on a maintenu sur 2019 et c'est ce qu'on projette de faire également sur 2020, avec un investissement qui serait toujours vers 1,2 million ou 1,3 million pour tout ce qui est travaux et achats nouveaux. Donc toujours comme ça a été rappelé aussi par Christelle, notre volonté de maîtriser nos dépenses, à la fois sur les charges générales, avec l'implication des services et des élus pour la réduction de tous les coûts, en particulier sur les énergies, qui sont des coûts qui peuvent dériver assez vite. On voit les tarifs des énergies qui sont plutôt en augmentation pour tout le monde. Les dépenses de personnel qui doivent être maîtrisées en tenant compte des évolutions de carrière des agents. On a le GVT et puis le PPCR, donc l'évolution prévue au niveau national par le gouvernement pour l'évolution des carrières et des indices des agents, donc qui nous impactent directement. Et donc, en tenant compte de ça, essayer de maîtriser en optimisant à chaque fois les réorganisations de services, comme ça a pu être fait cette année sur tout ce qui est enfance-jeunesse, entre autres. On avait toujours depuis le début du mandat, et on continue à le faire, le maintien de nos aides au secteur associatif. Et donc le niveau d'investissement stable à part les travaux exceptionnels de la salle Alice Milla. La dynamique des recettes, donc avec les engagements que nous avions pris en 2014 de ne pas augmenter les taux d'imposition, donc on ne pouvait pas jouer là-dessus pour augmenter nos recettes. On a aussi toujours dans l'idée de modérer l'augmentation des tarifs des services. Il faut que ces services restent accessibles à tous, pour que chaque Sorigniérois puisse en profiter comme il le souhaite. Et on a, pendant le mandat, optimisé le recouvrement de différentes taxes pour plus de recettes, mais aussi plus d'équité entre les différents contribuables. Les perspectives d'évolution de la fiscalité locale, donc, qui vont être à surveiller de près en milieu de mandat, alors à partir de 2023, avec les nouvelles règles qui seront
qui nous seront imposés par le gouvernement pour donc la fin de la taxe d'habitation et la redistribution normalement à enveloppe équivalente, mais donc ça, ce sera à voir ensuite. Alors, si on rentre plus concrètement dans le budget 2020, les grandes lignes pour tracer notre budget de 2020, donc on reste bien sûr sur les axes de la politique qu'on avait définie en début de mandat, donc garder le cadre de vie agréable des Sorinières, disposer de services adaptés à tous les publics et entretenir les dynamiques culturelles et sportives par le soutien aux associations, les différents salons qu'on peut organiser et la saison culturelle, et puis l'acquisition et l'entretien de bâtiments. Donc c'est toutes les actions qu'on a pu faire dans ce domaine au cours du mandat. Et puis au niveau social, c'est toujours porté par le budget du CCAS auquel la municipalité subventionne. Donc le budget sur la partie fonctionnement, donc qui sera de l'ordre de 8,4 millions d'euros, donc à peu près au niveau des budgets précédents. Donc c'est en cours de construction, hein, donc c'est pas un budget définitif, c'est juste les grandes lignes qu'on présente ce soir. On aurait 2% d'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement, avec une stabilisation des charges à caractère général, une hausse des charges de personnel comme chaque année avec le GVT et le PPCR, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. Et puis également un nouveau poste d'assistante technique qui a démarré sur la fin 2019 au service technique. Et cette année, on aura également le prélèvement au titre de la loi SRU qui revient à un niveau des années précédentes. On avait eu une baisse en 2019 due à une vente de terrain pour du logement social. Donc là, cette année, il n'y avait pas d'opération comme ça. Donc on revient à un niveau de 123 000 euros environ. C'est estimatif, on n'a pas eu l'avis officiel encore. Les dépenses réelles de fonctionnement seraient donc de l'ordre de 7,5 millions d'euros. Et donc voilà. Ensuite, sur les recettes de fonctionnement, on aurait une augmentation plus modérée avec 1,5% des recettes réelles de fonctionnement. Donc c'est une estimation qui est faite à tarif et à taux constant, taux d'imposition constant et à tarif constant. Donc quand même une augmentation des produits et des services, puisque la fréquentation continue à augmenter et que la CAF suit cette augmentation de fréquentation grâce au contrat enfance-jeunesse qui a été signé il y a quelques temps. La hausse des contributions directes, donc avec la taxe d'habitation et ses compensations, la taxe sur le foncier non bâti, la taxe sur le foncier bâti, qui vont augmenter donc avec la hausse des bases de 0,9% qui est prévue au projet de loi de finances. Et puis donc encore le nombre de logements qui continue également à augmenter légèrement. Et puis la stabilisation des taxes annexes sur la taxe locale sur la publicité extérieure et la taxe sur les ventes de terrain également, qui vient chaque année abonder nos recettes. Sur les dotations, on a une stabilisation, comme j'ai pu vous le dire, hors la péréquation, donc on devrait encore quand même avoir 30 à 40 000 euros de moins de dotation d'État cette année. Les dotations de Nantes Métropole, elles, que ce soit l'attribution de compensation ou la dotation de solidarité communautaire, restant au même niveau. Sur l'investissement, un budget qui serait de l'ordre de 2,1 millions d'euros. Donc on n'a pas de détails encore, on a quelques grosses enveloppes qui viendraient s'inscrire dans ce budget. Des nouvelles inscriptions pour 1 300 000 euros et des reports de 2019, donc des travaux qui n'ont pas été finis ou pas réalisés et qui vont être décalés sur 2020 pour 360 000 euros. Donc sur l'ensemble de ces 1 660 000 euros, on aurait 340 000 euros pour l'église. Normalement, c'était réparti sur les deux exercices, mais l'appel d'offres n'a abouti qu'en fin d'année, donc ce sera tout sur 2020. Pour la toiture et le sol de Jules Léoté, donc la réparation de la toiture, normalement la procédure judiciaire devrait arriver à sa fin début 2020 et donc les réparations devraient pouvoir être faites et ensuite le sol pourrait être enfin rénové. Les travaux de l'ADAP également sur la salle Jules Léoté cette année pour 200 000 euros. Et des régulations de température nécessaires réalisées sur le multi-accueil à l'école de la Tillelière, où il y a des problèmes dès qu'il y a des chaleurs un peu importantes l'été. Et puis l'aménagement de la coulée verte, suite à la consultation citoyenne, il y a un équipement de prévu pour 60 000 euros
Sur la coulée verte, il y a une partie des équipements à notre charge, d'autres avec Nantes Métropole Aménagement, c'est 60 000 € pour nous. Et puis donc le remboursement du capital de l'emprunt pour l'année 2020 serait de 450 000 €. Après, il y a tous les équipements des services et tout ça qui sont pas détaillés ici, des plus petites sommes, mais qui viennent donc faire le total d'1,3 million pour les nouvelles inscriptions cette année. Au niveau des recettes d'investissement, on aurait le virement de la section de fonctionnement, donc avec un virement prévu de 620 000 € prévu au BP. Donc c'est les différences dépenses-recettes de fonctionnement. Le FCTVA, donc le retour de TVA sur les travaux de 2019 pour 115 000 €. Les opérations d'amortissement pour 249 000 €. Une cession de terrain pour 30 000 € et des subventions pour 594 000 €. Je vous disais que les subventions allaient avoir un pic également à venir du fait de la médiathèque, donc ça commence dès l'année prochaine, même si là on n'a pas de travaux de médiathèque, il va y avoir sur 2020 la signature la signature d'engagement de la médiathèque et donc le premier versement de la DRAC pour 520 000 € à la signature. Les autres subventions étant 60 000 € dans le cadre du contrat de développement région et métropole pour l'aménagement de la salle Jules Léoté. Et il y a 14 000 € de DETR pour l'ADAP. Je vous dis, on a des subventions tous les ans pour l'ADAP. Il reste 14 000 € de 2019 à toucher, donc ils sont en report. Et pour l'instant, on n'a pas la somme, mais on aura sans doute également une somme à rajouter de subventions DETR pour l'ADAP 2020. Oui, parce que l'emprunt doit être mis après. Oui, c'est ça. Donc ça nous représente un budget total fonctionnement et investissement d'environ 10,4 millions d'euros, donc sensiblement au même niveau que les années précédentes. L'emprunt qui serait inscrit au BP serait de 450 000 € pour équilibrer la section d'investissement. Ceci avant l'affectation du résultat de 2019 qui viendra donc modifier ce chiffre. Toujours pas de hausse de taux de prévu en 2020. Comme on s'y était engagé, on reste au même taux que ceux de 2011. Donc voilà un petit peu les grandes lignes que je pouvais vous présenter pour la construction du budget 2020. Et donc voilà, je vous laisse la parole si vous avez des réactions, des remarques à donner. Oui, Vincent. Madame le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, nous vous remercions de l'exposé que vous venez de nous faire concernant votre orientation budgétaire pour l'année 2020. Nous tenons également à remercier les services pour leur collaboration et expertise. C'est dans un contexte national toujours compliqué que nous terminons cette année, après les Gilets jaunes, la réforme des retraites, ainsi que beaucoup d'autres contestations, toutes plus légitimes les unes que les autres. Nous plongeons une nouvelle fois dans une fin d'année perturbée. Je ne reprendrai pas les différents éléments contextuels qui nous ont été présentés. Même si en conclusion, vous reprenez qu'il n'y a pas eu d'augmentation des taux d'imposition depuis 2011, vous oubliez toujours de préciser que la métropole a levé près de 40 millions d'euros d'impôts supplémentaires en 2016 sur les ménages, puis 40 millions d'euros d'impôts supplémentaires sur les entreprises pour les années suivantes, votés par notre représentant, M. Couturier. Nous sommes en accord avec vous lorsque vous dites qu'il est important de ne pas relâcher les efforts de gestion et saluons la poursuite de la mise en conformité liée à l'ADAP. Quelques questions quand même. Quelle est la prévision des coûts de fonctionnement annuels concernant la médiathèque? Concernant la salle Jules Léoté, quel est le détail des 260 000 € de travaux entre la toiture et le sol, sachant que la toiture était à l'origine un problème d'assurance décennale? Une explication concernant le système de régulation de température pour le multi-accueil et l'école primaire de la Tillelière s'impose pour 140 000 €. 145. Concernant les prévisions en investissement, vous prenez en recette la première partie de la subvention de la DRAC pour les travaux de la médiathèque pour 520 000 €. Mais en dépenses ne figure pas au minimum une partie des travaux pour celle-ci. Donc la subvention de la DRAC n'est pas utilisée dans le cas présent pour financer les travaux de la médiathèque, d'autant plus que vous ne prévoyez le début de ces travaux qu'en 2021. Ce qui veut aussi dire qu'en 2021 ou 2022, la DRAC ne versera peut-être plus qu'1 million et il n'y aura pas 1,5 million à budgéter, mais 2. Nous vous remercions pour votre attention et les réponses que vous allez nous apporter.
Donc sur les points techniques, sur la salle Jules Léoté, donc en fait on a de prévu pour le sol, il y a 110 000 euros, les 150 000 euros restants étant prévus pour la toiture. C'est une dépense qui va être assurée par la municipalité. Viendra s'inscrire ensuite une recette en face, qu'on n'a pas pour l'instant puisque le jugement n'est pas prononcé. Pour l'instant, si on se base sur un pré-rapport d'expertise, on aurait une responsabilité limitée à 5%. Mais on n'a pas encore ce sera qu'après le jugement qu'on pourra inscrire une recette. On ne peut pas inscrire de recette avant. Par contre, la dépense, on la prévoit déjà pour pouvoir lancer au plus vite les travaux dès qu'on aura les décisions. Voilà l'explication sur Jules Léoté. Pour ce qui est de la subvention de la DRAC, elle vient bien sûr ici, alors qu'il n'y a pas de travaux qui vont démarrer pour la médiathèque, puisque c'est au moment de la signature que la première subvention va être versée. Donc c'est une subvention qui va venir abonder les finances de la commune. Après, il y aura une autre valeur équivalente sur 2021, au moment du début des travaux. Il y aura un autre versement au début des travaux. Et le dernier versement viendra en fin des travaux. Donc après, sur 2021 et 2022, on aura des engagements de travaux, comme ça avait déjà été annoncé, d'1,2 million chacune des années, et 984 000 euros en 2023, qui seront à financer. C'est pour ça qu'on a dit qu'on avait essayé depuis longtemps d'avoir des budgets mesurés et de créer des réserves, en particulier des possibilités d'emprunt pour financer la médiathèque, parce qu'on sait que les subventions ne suffiront pas. Et donc, elles vont venir... ça viendra financer la médiathèque en temps utile. Je ne sais plus s'il y avait autre chose. Après, il y a la métropole, après. Métropole, voilà. La métropole. Oui. Oui. Bon, il paraît qu'il faut que je vous réponde, cher ami, sur les hausses de fiscalité de la métropole. Je crois que vous les connaissez, la réponse, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. Face à des engagements qui ne sont pas liés que des décisions de la métropole. Je prends la gare, par exemple, qui est une initiative qui n'est pas de la ville de Nantes, de la métropole elle-même. Donc il y a un certain nombre de contrats comme ça qui ont été faits avec d'autres partenaires, la région, le département. Il y a eu le déplacement du mine, qui a été beaucoup plus coûteux que prévu, mais vous le savez aussi pourquoi, je peux le rappeler. C'est-à-dire qu'au départ, on est parti sur des bases où il y avait des entreprises qui achetaient les box où ils s'installaient. Il y avait un engagement des entreprises très nombreuses à s'installer, et puis après, en fait, les entreprises ont préféré louer. Donc du coup, c'est le propriétaire qui devait faire les travaux. Donc c'est une explication sur les augmentations du coût d'investissement pour la métropole. Vous avez qu'est-ce qu'il y a encore comme grosse opération sur la métropole entre le mine, la gare et... Oui, enfin, il y a plusieurs engagements comme ça qui ont été pris avec d'autres partenaires. Parce que le mine, c'est pareil, il n'a pas été pris. C'est une décision. C'est notre métropole qui l'engage, mais avec des partenaires qui se sont engagés à ce moment-là. Donc, effectivement, si on voulait continuer à aider les communes au même niveau et amener tous ces projets, eh bien, il y a le CHU qui est financé par l'État, mais ça demande aussi, principalement par l'État, comme vous le savez, mais ça demande aussi pour la métropole des investissements en termes de voirie, de réseau et un certain nombre de choses qui sont de l'espace public que la métropole doit mettre en œuvre. Et puis, il y a eu des choix qui ont été faits aussi pour renforcer les transports en commun de manière très significative. Il y a le Busway qui est passé en e-Busway, donc avec une commande d'un nombre de e-Busway dont 22, si vous le savez par cœur, tant mieux. Mais c'est alors l'installation plus le nombre d'e-Busway. On est aussi sur un renouvellement important de rames de tram. Donc tous ces investissements importants dont chacun apprécie la portée ont nécessité à un moment donné après évidemment un débat difficile, parce que personne n'a envie d'augmenter les impôts, de choix de s'est porté à ce moment-là d'augmenter les impôts. Alors 40 millions, ça paraît énorme évidemment, mais
Il y a même eu des gens qui ont augmenté de 900% puisqu'ils avaient 3 fois rien. Puis après, quand on augmente à 40 € un montant d'imposition, ça peut faire du 900% par rapport à 3 fois rien. Mais voilà les explications, mais je les ai déjà données plusieurs fois. Hein, donc, ah oui. Je peux rebondir ? J'entends, il y a des projets en cours, très bien, mais on peut aussi étaler un peu plus les projets et ne pas augmenter l'impôt des citoyens qui commence à être, à mon avis, très élevé. Voilà, donc c'est deux choix, mais... C'est toujours facile de dire ça. Il y a des projets que c'est un peu plus complexe. Hein. Je prends rien que le projet de gare ou le projet de CHU, mais on n'a pas la maîtrise du lancement des opérations. Et il arrive aussi qu'effectivement, alors effectivement, on pouvait aussi ne pas passer au e-busway. On peut faire plein de choses, hein, c'est sûr. Mais bon, il y a des choix importants quand on voit l'intérêt que représente le transport en commun. Juste pour rebondir, hein, comme tu dis, on n'est pas sur le débat d'orientation de la métropole. Et l'augmentation, elle date de quelle année, Christian ? Parce qu'on a déjà répondu 3 fois, hein, deux fois. Donc je pense que vous connaissez la réponse. Oui, nos impôts ici, on n'a jamais augmenté les impôts depuis 2011. Voilà. Pour la réponse sur le débat d'orientation budgétaire de la métropole, c'est pas ici, mais pour la réponse, elle a été faite déjà 2 ou 3 fois par Christian. Donc on va pas traîner ça, voilà. Je pense qu'il faut avancer. Donc là, oui, place au débat. Enfin, on va pas débattre de choses qui sont passées il y a 3 ans. On va pas y débattre tous les ans, sinon l'année prochaine on ne finit pas. De notre budget en plus. Oui, c'est aberrant peut-être, mais c'est ma réponse. Il y avait une autre question juste que tu avais posée, c'est par rapport au multi-accueil et par rapport à la tilleulière. Voilà. Donc Guillaume, je te laisse répondre. Sinon, je peux répondre. Hein. C'est parce que il y a des, enfin, comme tu veux, mais c'est facile de... Non, la question c'était la décomposition chez. 145 000, ça correspond réellement à quoi ? Parce qu'on n'a pas de détails. Oui, oui, on l'a au moment du budget, mais en fait malheureusement ce ne seront pas des solutions passives d'apport de froid, ça sera des solutions actives, donc malheureusement dépensières en énergie. Et l'objet c'est de mettre en place des sources froides, enfin c'est pas tout à fait de la clim, mais ça y ressemble fortement. Pour compenser les trop fortes chaleurs. Et c'est bien pour compenser les trop fortes chaleurs. Là aussi, aujourd'hui on a des solutions alternatives de climatiseurs sur la maison de l'enfance mise en place pendant l'été. La tilleulière, on trouve des solutions alternatives. Ils évacuent même l'école, certaines classes à l'étage parce qu'ils ne peuvent pas rester à étudier. Donc voilà, d'où les raisons. J'estimais 145 000 €, je me demandais... Oui, bien sûr. En préalable de notre intervention sur le DOB, j'aurais 2 questions. La première, c'est sur... on voit que en 2019, on a eu une baisse des recettes de services, alors qu'en introduction sur les dépenses de fonctionnement, vous nous avez dit que il y avait des dépenses de fonctionnement qui avaient augmenté du fait de la plus grande fréquentation des services. Donc, je trouve un petit décalage entre le début du discours qui était il y a une augmentation et une baisse de recettes. J'aurais besoin d'avoir des explications autour de ça. Et puis le deuxième point, c'est sur la médiathèque. Donc vous avez budgété 520 000 € de subventions. Quel est l'engagement formel qu'on a de les avoir en 2020 et après sur la durée ? Sur la baisse des recettes des services, je l'ai dit peut-être trop rapidement pendant mon exposé, là, mais en fait, c'est que sur 2018, on a eu un rappel de CAF de 2017, ce qui fait qu'on a eu un pic en 2018 sur les recettes des services. Si on enlève ce pic-là, on a bien une progression des recettes régulièrement. C'est ce que je vous ai dit dans la présentation. Voilà. Sur la médiathèque, l'engagement qu'on aura, c'est une fois qu'on aura signé comme quoi elle démarre. Voilà. Ce qu'a toujours dit la DRAC dès le départ du début du projet, c'est un financement à hauteur entre 40 et 50% du montant de la médiathèque. Sera versé en plusieurs fois, mais ça Jean-Marie l'a réexpliqué. Et nous, on commence à payer à partir de 2021, sur 3 ans, 2021, 2022, 2023.
Et une première subvention est donnée à partir du moment où on signera l'engagement de la médiathèque. Ces 500 000 euros sont censés être versés cette année, puisque c'est cette année qu'on est censé signer. Voilà. S'il te plaît. Oui, je voudrais préciser quelque chose pour justement la ligne CAF des versements qui ont été un peu différés. Cette année, on va avoir le même souci, parce qu'il y a eu des problèmes, notamment informatiques et de personnel à la CAF, ce qui fait que l'argent qui devait être versé avant la fin de l'année ne l'ont pas été encore. Ça représente tout le secteur de la petite enfance. Un complément, M. Péché me donne, donc c'est le dossier de demande de subvention sera voté en avril au conseil municipal d'avril. En fait. Voilà. L'architecte sera recruté en janvier. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Erwan. Alors, tout d'abord, je ne vous cacherai pas que je suis toujours un peu frustré dans ce débat d'orientation budgétaire entre les basculements qu'il y a d'une année sur l'autre pour avoir une lecture claire, parce qu'on parle de montants assez conséquents. Et on ne peut pas faire grand-chose sur ces basculements, c'est un état de fait. Mais pour pouvoir faire une lecture de nos finances au niveau de la municipalité, c'est pas facile. Donc ce que je me suis amusé à faire, c'est de reprendre, puisque Christelle, tu l'as dit dans ton introduction, de reprendre un petit peu les différents chiffres sur les 3 dernières années pour essayer de lisser ces basculements, parce que pour avoir quelques données un peu plus pour sérier ces données. Et puis je les ai rapportées, puisque je trouvais que votre indicateur sur la baisse de la dette à l'habitant était assez intéressante. Je l'ai rapporté à l'habitant, et c'est assez intéressant parce qu'on sait qu'on a une population qui croît, et donc le diviseur, inévitablement, il est plus important. Et là ça devient intéressant parce que quand je regarde les chiffres en tant que tels sur les 3 dernières années, vous nous dites que la dette diminue et qu'on arrive à 382 € par habitant. Voilà. Donc ça, super, pas de problème. De l'autre côté, je me dis, si notre dette diminue, pourquoi on n'a pas un pouvoir d'investissement plus conséquent, puisqu'en parallèle, et Jean-Marie nous dit même qu'il va diminuer cette année, que notre capacité à investir va diminuer. Bon, ok, j'ai compris les raisons pour l'année 2019, voilà, et donc j'ai regardé sur le mandat où on en était, et en fait, rapporté à l'habitant, notre capacité d'investissement a diminué. La somme est restée aux alentours d'1 million. Je suis d'accord avec vous. Voilà, là on va passer à 800 000 €. Rapporté au nombre d'habitants, c'est pas tout à fait la même chose. On est aux alentours de 119 €. Voilà, à l'habitant. Donc là, déjà, ça change un petit peu. Donc je me suis dit, tiens, on va avoir un pouvoir d'investissement qui, petit à petit, va s'éteindre. Voilà. Premier élément. Voilà, c'est de l'arithmétique pour l'instant. Hein. Juste pour info, parce que j'avais trouvé aussi intéressant ce qu'avait mis Jean-Marie. La comparaison de notre endettement est de 382 € comparé à 843 dans la métropole. Communes de même strate. Très bien. Ok. Pour des communes de même strate, pour les Sorinières, en termes de résultats, on tourne aux alentours de 135 €. On est à 119. Donc ça fait 16 € multiplié par 8200 habitants. Voilà. Voilà. Si on veut comparer des chiffres, il faut aller jusqu'au bout. Pardon ? Je te donnerai mes sources tout à l'heure. Non, maintenant alors, il n'y a pas de souci. Non, mais il n'y a aucun souci. C'est les données qui sont données par la Direction Générale des Finances Publiques. Voilà. Et qui sont accessibles sur Internet. Hein. Voilà. je n'ai fait que reprendre ce qu'il y a sur Internet. Voilà. Alors, quand je reviens donc au résultat comptable, en tant que tel, donc
S'il vous plaît. Je sais bien, mais... C'est bon, ça va? Donc quand je reviens donc au résultat comptable rapporté aux habitants, il diminue. Aux Sorinières, on est à 129, en moyenne même strate, puisque c'est le chiffre qu'on compare, ok, pas de souci, on est à 135. Autre élément, je me dis tiens, c'est assez surprenant que notre résultat comptable décroît, donc où est-ce que cette décroissance vient? Vous avez raison, vous n'avez pas monté les impôts, il n'y a pas de souci, vous l'avez dit, vous l'avez respecté, à l'erreur près que Nantes Métropole les a montés. Il en demeure pas moins, quand même, c'est aussi un état de fait, que notre taux d'imposition n'est pas des plus faibles dans la métropole. Voilà, toujours pareil, rapporté aux habitants. Voilà. Rapporté aux habitants, si je ne me suis pas trompé, on doit être aux alentours de 538 € par tête sur les Sorinières, qui est quand même conséquent, et la moyenne se situe à 480. Même strate. Voilà. Même strate. Ah, vous m'avez dit de comparer? Non, Christian, j'ai répondu à la question qu'on m'a demandé, il faut comparer des communes de même strate. Donc je compare de même strate. Voilà. Maintenant, si tu veux la métropole, je peux donner d'autres chiffres, mais là, c'est même strate. Donc on est à 538, même strate, 480. Donc d'un côté, vous avez raison, localement, les impôts n'ont pas monté. Il n'en demeure pas moins que notre niveau d'imposition est supérieur à la moyenne. Voilà. Donc ça, c'est un premier effet qui fait que notre résultat décroît. Voilà. Dernier élément, quand on voit ces charges structurelles, et je ne vais pas au-delà des charges en tant que telles, mais juste pour donner quelques chiffres quand même, aujourd'hui, dans nos charges de fonctionnement, qui sont certes indispensables, il n'y a pas de doute, les charges sur les 3 dernières années sur les Sorinières, rapportées toujours pareil à l'habitant, on est à 880 €. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Moi, j'en avais aucune idée. Et avec les basculements d'une année sur l'autre, bien, pas bien, j'en sais rien. Donc, pareil, on compare et on s'aperçoit que y a des communes qui sont dans la métropole qui sont à 760 €. Et là, je me dis, mais à 8200 habitants, ça fait une grosse différence, ça fait 1 million d'euros d'écart. Et donc, résultat, je m'aperçois qu'en fait, nos charges structurelles, en tant que telles, elles sont très très lourdes et que malheureusement, quand on a ces charges structurelles, on n'a pas de marge de manœuvre. Et là, je comprends mieux pourquoi de temps en temps, vous ne nous répondez pas en disant, mais pourquoi on ne fait pas plus d'investissement? Le désendettement, c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'on n'investit pas un peu plus? Ben oui, parce que nos charges structurelles sont très très lourdes et que malheureusement, on n'a pas beaucoup de levier dessus pour pouvoir les piloter. Et ça, c'est du dérive de 10 ans. C'est de la dérive des 10 dernières années. Je vous donne les chiffres. Après, vous allez... Après les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, Erwan. Hein. Oui. Là, maintenant, on va t'expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Je vous donne les chiffres que j'ai, et puis il n'y a aucun souci. Voilà. Et donc, résultat, par rapport à nos charges structurelles qui sont de plus en plus lourdes, notre budget, il s'étouffe. Inévitablement, puisqu'on n'a plus de marge de manœuvre pour pouvoir investir. Ou on en a très peu. Voilà. On est en fait à un taux entre 91 et 93% de structure. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que quand on passe la barre des 100%, il faut emprunter pour pouvoir fonctionner. Voilà. Et là, on est entre 91 et 93%. Donc c'est un pourcentage quand même relativement élevé. Voilà. C'était ça mon propos. Donc, oui, il y a une belle analyse en comparant donc les chiffres par habitant. Donc l'investissement par habitant, il est en baisse effectivement. C'est pas que l'investissement par habitant qui est en baisse, c'est le nombre d'habitants qui augmente.
Donc mécaniquement ça baisse. Après les comparatifs que tu fais par rapport aux strates, le chiffre de la strate sur la dette, il est essentiellement indicatif. C'est pas on peut pas faire de comparaison directe avec les chiffres même sur une même strate, puisque des communes d'une même strate n'ont pas forcément les mêmes compétences en fonction qu'elles sont dans une métropole ou pas dans une métropole et tout ça. Donc il y a déjà des compétences qui sont pas les mêmes. Les services rendus ne sont pas non plus les mêmes. Même sur des communes de la métropole ici, il n'y aura pas les mêmes services que les habitants trouveront à la fois aux Sorinières ou à Thouareg ou à Carquefou. Donc c'est très compliqué de comparer directement les chiffres bruts comme ça. Il faut regarder un peu ce qu'il y a en face des chiffres. Comme dit Christelle, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut si on ne met pas en face tous les services et les compétences qui y sont associés. Après, sur l'histoire de l'imposition, c'est pas seulement le taux qui compte non plus pour comparer, c'est le potentiel fiscal de la commune aussi. À partir du moment où le taux moyen de salaire d'une commune est élevé, effectivement, avec un même taux d'imposition, la ressource sera supérieure. Donc là, le taux ne veut pas tout dire non plus. Et effectivement, on est dans une commune, nous, qui est riche. Le taux moyen de salaire, où les habitants ont des revenus en moyenne élevés, c'est pour ça que chaque année, la péréquation nous fait baisser nos dotations. Parce qu'on est considéré comme une commune à fort potentiel fiscal. Donc même avec un taux qui serait moins élevé ou plus élevé que d'autres, on aurait des recettes fiscales qui seraient supérieures. Avec un taux inférieur, on aurait des recettes fiscales supérieures. Pardon. Et puis après, il ne faut pas oublier non plus dans toute ton analyse qu'une des pertes de ressources importantes qu'on a eues, c'est la DGF quand même. Je l'ai dit, sur la durée du mandat, c'est 2 300 000 qu'aurait pu, si on avait maintenu le même niveau qu'on aurait eu, et qu'aurait permis aussi de maintenir certaines choses. Ça nous fait effectivement des charges structurelles importantes, mais là encore, il faut ramener au service rendu. C'est aussi du service qu'on offre aux habitants. Au niveau des investissements et des équipements qu'on peut avoir, je crois qu'on n'est pas on ne peut pas se considérer en retard et qu'on ne fait pas suffisamment. On modère sur certaines années pour faire mieux d'autres années. Et pour prendre juste un exemple, le label Ville active et sportive qu'on a obtenu avec 3 lauriers, qui était un niveau important par rapport aux communes françaises. Il y avait une commune qui avait eu la première fois qui avait eu les 4 lauriers et une vingtaine qui avait eu les 3 lauriers. Ça reconnaissait tous ces efforts d'équipement qu'on a pu faire et mettre à disposition des associations et de nos habitants. Donc je pense que là-dessus, on n'a pas non plus de honte à avoir sur le niveau d'investissement qu'on fait et la gestion qu'on fait, malgré des charges structurelles importantes, mais qui sont dues aussi au service qu'on veut rendre aux habitants, et ils nous en sont reconnaissants. On voit la fréquentation de nos structures. Donc on n'a pas de souci, je pense, de trop de ce côté-là. Excuse-moi, on n'a pas eu une reconnaissance de... Enfin, il me semble qu'il y a quelques mois, on a eu une reconnaissance pour la bonne gestion de la commune, non ? Oui. Non, mais qu'on se méprenne pas. La reconnaissance pour bien gérer une commune, c'est le désendettement. Et ça, on le reconnaît, il n'y a aucun souci. Par contre, quand on monte à 91%, c'est juste le pouvoir d'investissement qui est freiné. Mon propos, il est là. Le deuxième élément, Jean-Marie, où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est dans les strates. On compare des villes comparables, qu'elles soient dans des métropoles, voilà, qu'elles aient des tailles d'habitants, enfin des tailles de population. Non, métropole. Non, ça, on regardera, peu importe, mais on regardera, c'est... Voilà. Pardon ? Ok. Bah, pas de souci. Et toutes les métropoles n'ont pas non plus les mêmes compétences. Voilà. Ça, on est d'accord. Par contre, les ratios sont importants, Jean-Marie. Voilà. Et juste pour te répondre, on ne peut pas emprunter pour fonctionner. C'est illégal. On ne peut pas. Non, mais oui. Donc je te le dis, puisque tout à l'heure, tu as soulevé ce point-là. On peut... Tu l'as dit. Ben si. Tu l'as dit. Ben tu as dit ça. Donc je te redis, c'est illégal.
C'est la base. Mais Pour merci, fonctionner, merci de on- me corriger. J'ai dit que quand on passait la barrière des 100%, c'était pour expliquer ce ratio. Il fallait emprunter. Je n'ai pas dit qu'il fallait le faire. C'est absolument pas mon propos. Ah mais je le sais, mais ce n'était pas mon propos. Voilà. Juste une précision, et pour juste compléter, parce que ça m'a peut-être échappé ou on n'en a pas parlé, moi j'aurais voulu avoir le montant de la CAF. De cette année. Non, parce que ça c'est important. Non, mais si vous l'avez pas là, vous l'avez pas là, vous me la... Non, mais c'est... J'ai pas le chiffre de la CAF là. Ce sera au moment du compte administratif qu'on pourra faire le bilan et avoir un état je exact l'aurai, des sommes. Février. On l'aura plus tard. Vous avez juste oublié de me répondre à une question tout à l'heure qui concerne les coûts de fonctionnement annuels pour la future médiathèque, puisqu'on est sur le DOB, donc pluriannuel. Donc on sait que dans les années à venir, si la médiathèque voit le jour, il y aura des coûts de fonctionnement annuels tous les ans. Et donc j'aimerais bien savoir quelles prévisions vous avez faites là-dessus. On l'a pas là, mais environ 100-120 000 euros. Personnel et fonctionnement en globalité. Alors, moi je l'ai plus en tête. Ça va être 3 personnes, c'est ça? 6 au total. 6. Oui, mais ça arrive pas tous. Ouais, 6 à l'ouverture, voilà. 2022. C'est dans le plan. C'est en plus. C'est en plus de ce qu'il y a aujourd'hui. En plus des 3. Oui, oui. Je veux apporter une précision sur mon propos, puisqu'on me chahute sur ce qu'est une trate. Donc je vais quand même vous dire ce qu'est une trate, comme ça ce sera enregistré, puisque... Oui, une strate, oui. On est d'accord. Les communes françaises ont été réparties par la Direction générale des finances publiques au sein d'une trentaine de groupes de référence dénommés strates, en groupant des communes de taille et de typologie fiscale équivalentes. Ainsi, ces groupes de communes tiennent compte de la taille démographique de la commune, on était tous d'accord, de son appartenance ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, syndicat d'agglomération. Donc nous avons les différents statuts. Du régime fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, liée au rattachement, c'est-à-dire les taxes additionnelles, les taxes aux 4 impôts, les taxes professionnelles liées aux métropoles. Voilà. Ça émane du document officiel. Voilà, je voulais juste apporter précision. Il y a toujours, je te laisse après Christian, mais si je joue encore pour, pardon, je commence, je redis ce qu'on a dit, les métropoles, les EPCI, etc. n'ont pas toutes les mêmes compétences. Donc, à un moment donné, on peut pas se figer directement sur ce qui se fait à côté, dans la mesure où les compétences choisies ne sont pas les mêmes par rapport à toutes les métropoles. Donc, on ne peut pas calculer quelque chose à équivalent à côté. C'est pas possible. Oui, et moi je te réponds au-delà de ça. Bruno, tu voulais intervenir, ou Christian, qui c'est qui... Attends, on verra après. Hein. Non, je vous assure. Non, c'est promis. Vas-y. Non. Non, je suis fâché avec les chiffres. En plus, moi, j'ai pas la maîtrise de Jean-Marie. Moi, je suis plus dans l'analyse politique, donc ça va être plus restrictif. Ça dit court. Mais je vais donner déjà sur ce qui a été dit, le consentement à l'impôt. Le consentement à l'impôt est aussi à mettre en parallèle avec le niveau de service proposé. Donc, je pense que les choses ont été dites en la matière. Je vais pas y revenir. Juste un chiffre, et je vais m'arrêter là. Moi, hein. Quand je vous dis que ça va être court, ça va être court. Il y a 70% de la population qui est assujettie à l'impôt sur le revenu sur la commune. Donc effectivement, ça situe bien ce qu'est le potentiel fiscal de la commune.
Et un autre chiffre, et je vais m'arrêter là, vous voyez, ça va être très court. En ce qui concerne le revenu fiscal de référence moyen par foyer, et donc là encore, c'est les sources des GFIP. Alors, je vais peut-être te fâcher, Erwan, parce que j'ai parlé des communes de même strate aussi. Je ne vais pas revenir sur ta définition, mais le revenu fiscal de référence moyen par foyer pour la commune est 30 059 €, et pour les communes de même strate, il est seulement de 24 761 €. Donc on voit bien qu'il y a une différence quand même particulièrement significative. C'est le moins qu'on puisse dire, et j'en termine là. Alors, je vais abonder dans le sens que comparer avec des communes de même strate, ça ne veut pas dire grand-chose. Sur la métropole, à sa création, il y a des communes qui avaient énormément de recettes par la taxe professionnelle. La taxe professionnelle a été supprimée, elle a été passée à l'intercommunalité. Il y a eu des retours aux communes qui ont été beaucoup plus importants, même si ce n'est pas le retour complet, loin de là, mais il y a des retours de cette redistribution, elle s'est faite parce qu'il y a des règles qui le régissent, elle s'est faite de manière plus importante sur des communes. Donc, moi je connais une commune qui a un budget de fonctionnement 2 fois plus important que les Sorinières pour 2 fois moins de population. Donc que peut vouloir dire une comparaison d'une strate à l'intérieur d'une métropole? Et surtout qu'en plus, ça a été dit, les compétences ne sont pas les mêmes d'une métropole à une autre déjà. Donc voilà la preuve par... là, ça fait par 4, hein, le rapport. Hein. Donc comme quoi, il faut être très prudent sur les chiffres que l'on avance. Bon, je pense qu'on a bien débattu sur ce débat d'orientation budgétaire. On en prend acte, c'est ça? Que tu nous l'as présenté. Oui. Vas-y, je te laisse finir ça. C'est bon, du coup? Très bien.